bonjour à tous. Faut-il avoir peur des zombies ? Alors, pas ceux évidemment des films de série B, mais de ces entreprises mortes vivantes qui ne survivent que grâce aux aides publiques. Faut-il laisser tomber les canards boiteux pour mieux faire émerger les champions de demain ? Eh bien, c'est le thème que nous allons traiter tout de suite, mais que nous allons introduire en quelque sorte. Je vous propose une petite vidéo d'interview de Nicolas Dufourcq, le patron de la banque publique BPI France. Alors bien sûr, vous pourriez vous demander, mais cette banque, elle gagne de l'argent à force d'être généreuse comme elle a l'air de l'être. Oui, on gagne beaucoup d'argent. On gagne beaucoup d'argent qu'on recycle dans nos missions d'intérêt général, de financement de la formation ou de financement du risque que nous prenons. Et pourquoi est-ce que, au fond, tout ça fonctionne ? Parce que nous sommes sélectifs. Nous sommes sélectifs. Nous n'allons pas financer des entreprises dont nous pensons qu'elles sont condamnées. En revanche, des entreprises qui se sont cassées une cheville, on va les financer. Une entreprise qui est en fait dans un stade terminal d'une maladie qui a démarré en général depuis très très longtemps et souvent pour des raisons managériales, nous ne l'accompagnerons pas. Ce n'est pas le rôle de BPI France. Il y a d'autres dispositifs, le cas échéant, qui peuvent exister. Il ne faut pas qu'ils soient d'ailleurs trop généreux, ces dispositifs-là, parce que nous pensons que l'économie doit constamment se renouveler. Voilà, donc on est dans la destruction créatrice et nous, on est un gros acteur, en fait, de la destruction créatrice. On est vraiment... Normalement, vous devez savoir ce que c'est qu'une banque schumpeterienne. Voilà, donc nous sommes une banque schumpeterienne assumée, absolument assumée. Et donc n'ayez pas d'inquiétude, nous ne serons pas le Crédit Lyonnais, mais nous allons nous allons continuer d'engendrer de nouvelles générations d'entrepreneurs, sachant que, et je termine là mon propos, pour vous dire que dans les 10 années passées, BPI France a beaucoup grandi. Mais il y a autre chose qui a beaucoup grandi, c'est l'État-providence, et la dette publique, et les déficits publics. Et tout ça doit boucler à la fin. Et donc nous pensons que la seule solution pour financer cet État-providence particulièrement généreux, légitime, c'est qu'il y ait 2 fois plus d'entrepreneurs. Notre rôle à nous, c'est de faire ça. C'est qu'il y ait 2 fois plus d'entrepreneurs, donc que notre patrimoine d'artistes entrepreneurs dont nous sommes les impresarios soit beaucoup plus profond. On vous attend. Nous avons besoin de vous. Alors 2 fois plus d'entrepreneurs, on va voir si c'est possible. On va surtout s'intéresser à ce qui va se produire dans les mois qui viennent. Nous avons entendu cette semaine le ministre de l'économie dire qu'il allait progressivement retirer les aides publiques aux entreprises, en tout cas toutes celles qui leur ont permis de passer sans difficulté l'année 2020 et 2021. Donc que va-t-il se passer ? Faut-il s'attendre à un tsunami des faillites ? Une fois enlevé ces perfusions, tout le monde est d'accord sur le constat, mais pas forcément sur la méthode. C'est ce que nous allons constater tout de suite avec nos invités que je vous présente. Donc, tout au bout, Patrick Artus, conseiller économique de Natixis, Gilles de Margerie, président de France Stratégie, Sophie Jeanval, présidente des greffiers des tribunaux de commerce et greffière du tribunal de Caen, et enfin Philippe Aguillon, professeur d'économie au Collège de France, à Harvard et autres. Alors, on va commencer par cet élément de conjoncture. Je disais qu'effectivement, et François Villeroy de Galhau l'indiquait tout à l'heure, il n'y a pas eu de faillite en masse d'entreprises. Le chiffre est même à un plus bas historique. On prédisait un tsunami de faillite avec la reprise. Ça ne s'est pas produit. Qu'est-ce qui s'est passé, Patrick Artus ? Je crois que le gouverneur l'a résumé. La dette nette n'a pas augmenté. Ce qui est d'ailleurs une bizarrerie française, c'est l'accumulation incroyable de réserves de cash par les entreprises. Ça ne date pas de la crise de la Covid. C'est
beaucoup plus frappant en France que dans les autres pays de l'OCDE. Comme pour l'épargne des Français, finalement. Alors on peut le prendre positivement en disant c'est bien parce que ce cash c'est une protection en cas de crise. On peut le prendre négativement en disant que c'est pas une utilisation très intelligente de l'épargne, je dirais d'accumuler du cash. Bon, mais donc ces réserves de cash ont augmenté à peu près autant que la dette, c'était clair dans le graphique de la Banque de France. Deuxièmement, les profits des entreprises sont normalisés. Ils ont baissé, puis ils ont remonté, et on est à peu près revenu au niveau d'avant. Pour les entreprises cotées, les résultats sont dans la majorité des cas supérieurs aux anticipations de marché. Et ça vient de toutes les causes à la fois. C'est-à-dire qu'il y a une certaine modération salariale qui est curieuse, parce qu'il y a un truc pas bien résolu, qui a plein de difficultés d'embauche, mais dans le même temps, les salaires augmentent assez peu. Il y a un redressement assez important de la productivité, et il y a quelques hausses de prix. Donc ce cocktail fabrique un redressement important des profits. Voilà. Et puis troisièmement, le commerce mondial est en croissance très rapide et on est une économie très ouverte, donc on profite de ça. Donc le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus inquiet sur la situation des entreprises, à part des choses très très sectorielles, Je veux dire les PME de la restauration, de l'hôtellerie, de l'événementiel, et c'est les 5 ou 6% d'entreprises dont parlait François à l'instant. Mais d'un point de vue de la macroéconomie, l'éventuelle faiblesse de l'économie française ne viendra probablement pas des entreprises. Alors, il n'y a pas eu de tsunami. Sophie Jonval, vous êtes au tribunal de Caen tous les jours, donc vous envoyez défiler des entreprises en difficulté qui demandent parfois la liquidation et puis sinon le placement sous mesure de sauvegarde. Donc, est-ce que vous confirmez ces chiffres un peu macroéconomiques? Est-ce que sur le terrain, c'est ce que vous voyez? C'est-à-dire que tout d'un coup, il n'y a plus de faillite? Oui, je vous confirme que cette vague, effectivement, n'a pas déferlé sur les tribunaux de commerce. Alors, ni en 2020, puisqu'on a souligné une très nette baisse des procédures collectives, des ouvertures de redressement, sauvegarde et liquidation judiciaire, donc sur l'année 2020, puisqu'il y a une baisse de l'ordre de 40% sur les 141 juridictions commerciales françaises et métropoles et ultramarins. Et donc, là, depuis le début de l'année, on constate que cette baisse se confirme et que nous sommes toujours sur les mêmes errements que l'an dernier. Alors évidemment, je ne vais pas paraphraser mes prédécesseurs, mais bien entendu, les aides octroyées par l'État à juste titre ont joué leur plein effet, ce qui a permis aux entreprises de se mettre en sécurité et surtout de passer cette crise et surtout le confinement de mars à mai 2020. Et je voulais juste préciser quelque chose dans ce qui a été dit précédemment, c'est qu'on a signalé comme cause de baisse des procédures collectives la fermeture des tribunaux de commerce. Alors je voulais indiquer que pendant le premier confinement et d'ailleurs depuis, le service public a été maintenu dans les tribunaux de commerce puisque la profession que je représente a pu, grâce aux outils numériques qui ont été développés depuis une trentaine d'années et très récemment notamment avec un portail de saisie en ligne de la juridiction commerciale qu'on a appelé le tribunal digital, eh bien les tribunaux de commerce ont pu continuer à fonctionner et à répondre aux difficultés des chefs d'entreprise quand ils se présentaient. Alors ils étaient peu nombreux, mais on a quand même enregistré à peu près 1000 saisines en ligne de la juridiction commerciale durant le premier confinement, donc de mars à juin, je dirais, 2020. Et puis il y a environ 700 audiences qui ont pu être tenues sur tout le territoire durant ce confinement pour les entreprises qui avaient décidé malgré tout, malgré les aides et malgré évidemment à cause de l'arrêt d'activité, de venir demander l'aide du tribunal et parfois même une procédure liquidative. Donc le tsunami des procédures collectives n'a pas eu lieu donc grâce aux aides gouvernementales. Nous en sommes toujours, je dirais, dans ce même environnement cette année. Alors comme l'a souligné tout à l'heure monsieur le gouverneur et puis mon prédécesseur, évidemment on va être très attentif à la reprise et à la baisse progressive annoncée donc et aux effets du plan de relance que monsieur le maire a annoncé récemment. Et donc là, on va être très attentif à voir si effectivement plus de chefs d'entreprise sont amenés à pousser la porte des tribunaux de commerce. Mais comme la consommation a l'air d'être au rendez-vous et dynamique, eh bien, on peut espérer que la fin des aides, mais conjuguée avec une reprise très dynamique de l'économie, pourra éviter ce tsunami. Ceci étant dit, il y a aussi des situations qui sont restées en l'état depuis mars 2020 et peut-être que la fin
fin des aides vont pousser certains chefs d'entreprise qui sont à la tête d'entreprises structurellement déficitaires ou qui ne sont plus dans le marché, qui n'ont plus de demande par rapport aux offres qu'ils proposent aux consommateurs. À ce moment-là, ils prendront peut-être la décision d'arrêter, mais qui aurait été prise peut-être aussi l'an dernier. Donc peut-être pas une cause Covid à ces défaillances. Voilà. Et j'en termine avec 2 chiffres aussi. C'est que les procédures collectives sont en baisse, mais on constate aussi une forte hausse des radiations volontaires, puisque sur le premier semestre 2021, on a constaté que 70 000 chefs d'entreprise sont venus au registre du commerce, donc dont nous avons la charge de la tenue, pour déclarer la fin de leur entreprise. Alors là, spontanément, hors cadre évidemment d'une procédure. Et ceci frappe surtout des chefs d'entreprise de la restauration, du commerce ou de l'immobilier notamment, qui ont pris la décision de mettre fin à leur activité volontairement. Voilà, il y a une hausse par rapport à l'an dernier, par rapport à 2019 aussi, de l'ordre d'à peu près 20%. Donc ça, effectivement, c'est très intéressant. La structure, finalement, des faillites a évolué. Alors, on en reparlera tout à l'heure quand on reparlera de ce fameux processus schumpeterien, destruction créatrice. Est-ce que c'est annonciateur? Je voulais continuer quand même sur le constat avec vous, Gilles de Margerie. Donc, vous êtes à la tête de France Stratégie qui a fait beaucoup d'études sur ce sujet, à la fois sur l'aspect des faillites, des types d'entreprises, et puis aussi, y compris sur les problèmes des tribunaux de commerce. Alors, est-ce que vous partagez, enfin, en tout cas, est-ce que vous partagez le constat, mais au-delà, est-ce que vous êtes optimiste sur le fait que finalement, le tsunami, on ne le verra pas? Oui, tout à fait. On aime beaucoup les zombies chez France Stratégie, on regarde ça de près, c'est des bons films intéressants. Ce qu'on a constaté, c'est que la part des zombies dans ce qui se passe actuellement du côté des défaillances d'entreprise, c'est à peu près comme d'habitude. Ce qu'on appelle zombies, c'est des entreprises qui survivent alors qu'elles ont des mauvais ratios et qu'elles ne devraient plus être là. Et d'habitude, c'est comme d'habitude. C'est quelle part d'habitude? Je n'ai pas les chiffres là sous la main, mais ça n'a pas significativement changé sous le contrôle du gouverneur. Donc, on a un premier indice qui est qu'il n'y a pas de raison que ça change énormément de ce côté-là. Du coup, on a regardé d'un peu plus près pourquoi les chiffres de défaillance avaient tellement baissé. Et là, il y a quelque chose qui n'est peut-être pas encore suffisamment commenté, qui est que la quasi-totalité de la baisse se fait sur des entreprises sans salariés, c'est-à-dire des commerçants ou des artisans. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu très, très, très peu de défaillances de commerçants et d'artisans pendant la période. C'est d'ailleurs assez cohérent avec ce que vous avez dit. Et du coup, il peut y en avoir qui ont mis volontairement fin à leur activité, mais ils n'ont pas rentré dans les procédures. Donc, quand on fait les statistiques en nombre de défaillances, on n'a pas d'explication autre que ça. La baisse est concentrée sur ça. Ce qui veut dire, quand on regarde les chiffres des entreprises qui ont des salariés, qu'elles ont eu à peu près le rythme habituel de défaillance. Et donc, il n'y a pas de raison particulière à un moment où on est dans une reprise très forte d'imaginer qu'on va avoir devant nous une sorte de mur de faillite. Et du coup, on est plutôt à l'heure actuelle dans l'idée qu'on ne va pas vers un mur de faillite, qu'on aura éventuellement des changements de comportement sur les entrepreneurs individuels sans salariés, mais qui ne devraient pas avoir de changements très importants de tendance, d'autant qu'on a été dans une période très élevée de création de micro-entreprises depuis le début de la crise. Et donc aujourd'hui, de notre point de vue, pas d'inquiétude ni sur le fait qu'il y aurait eu une zombification de l'économie, ni sur le fait qu'on serait en train de courir à toute allure vers un mur de faillite. Alors, Philippe Aguillon, vous qui donc avez écrit Le pouvoir de la destruction créatrice, un livre fort et important qui est sorti au début de l'année chez Odile Jacob, est-ce que des faillites en masse sont inévitables et est-ce qu'elles sont souhaitables finalement au titre de la destruction créatrice? Oui, non, moi, je vais pas. Je crois que je n'ai même pas grand-chose à ajouter au constat qui a été très bien fait par mes prédécesseurs. Disons qu'il y a une chose dont il faut en général faire attention, c'est-à-dire qu'il faut à la fois s'assurer que des entreprises qui sont en fait performantes, qui ont accumulé du capital humain, qui ont une viabilité, vont pouvoir continuer. Et en même temps, on ne veut pas aider des entreprises qui ne sont pas viables,
et qui, en étant maintenus, empêchent l'entrée de nouvelles entreprises. En fait, il faut voir un petit peu, et c'est souvent ça qui est important, quand tu regardes l'idée de l'aide aux entreprises, tu dois regarder les entrants potentiels aussi, tu dois regarder les entreprises en place et les entrants potentiels. Et c'est comme quand tu fais de la politique industrielle, c'est-à-dire que tu dois t'assurer évidemment de préserver le capital humain, d'aider les gens à se reconvertir, etc. Mais en même temps, t'assurer que s'il y a des entreprises pas viables, elles ne sont pas maintenues artificiellement, parce que ça, on sait que ça tend à rendre plus coûteux l'entrée de nouvelles entreprises innovantes, et donc de bloquer. Or, on sait quand même que la reconquête des chaînes de valeur, on a beaucoup parlé des chaînes de valeur, on a beaucoup, quand même, une des choses du Covid, c'est que toutes les descriptions qui étaient données par le gouverneur sont tout à fait justes, mais il y a eu quand même un constat important, c'est quand ça a montré l'ampleur du déclin industriel français sur le plan mondial. Et à part dans l'aéronautique et le nucléaire, on a perdu quasiment partout en part de marché mondial, et à chaque fois, c'est à cause d'une perte en innovation. C'est-à-dire que c'est le fait qu'on recule en innovation qui fait que ça se traduit avec de retard après par un recul commercial. Donc l'idée, c'est de dire on va reconquérir la maîtrise des chaînes de valeur. Et on sait maintenant que ça va passer par l'innovation. Et on sait que les nouvelles entreprises tendent à être quand même dans l'ensemble plus innovantes que les entreprises existantes. Donc il faut faire attention. Donc, il faut, je ne suis pas du tout pour dire il faut éliminer, je pense beaucoup qu'il y a des entreprises existantes avec beaucoup de potentiel qu'il faut aider autant qu'on peut, etc. Mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment d'entrer de nouveaux acteurs qui, par nature, tendent à être plus innovants. Voilà. En tout cas, il y a une sélection qui s'opère. Et donc, c'est ça, là. Il faut tenir cette balance-là. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'en France, on n'innove pas suffisamment parce qu'on soutient trop des entreprises en difficulté? Non, on n'innove pas assez en France parce que tout l'écosystème d'innovation, depuis la recherche fondamentale jusqu'aux applications, on est en dessous de la frontière d'efficience. On n'a pas le temps de parler dans ce débat-là, mais recherche fondamentale sous-financée en France. Quand on regarde rien que dans le domaine de la biotech aux États-Unis, ils ont la National Science Foundation, la National Institute of Health, le Howard Hughes Medical Institute, qui est un grand truc de sponsor privé qui finance la recherche fondamentale en biotech. Ça, c'est rien que pour ça. Ils ont le capital risque beaucoup plus développé que chez nous. Ils ont les investisseurs institutionnels. Nous, c'est sous-développé. Peut-être qu'il y a des moyens de le développer un peu plus. On pourrait en parler. Peut-être avec une réforme des retraites aussi qui permettrait de contribuer à ça. Et puis, ils ont les fameuses DARPA et BARDA, etc., que nous n'avons pas. Nous avons peut-être des embryons de ça, mais nous ne les avons pas, qui ont permis de passer de l'ARN messager à production en masse de vaccins basés sur l'ARN messager en moins d'1 an. Nous n'avons pas l'équivalent. Donc, si vous voulez, sur tous les maillons de la chaîne de l'innovation, on est très en retard par rapport à la frontière d'efficience. Donc, il faut s'attaquer à tout ça. C'est pas juste parce qu'on ne soutient pas assez. Voilà, c'est à ça qu'il faut. Mais il faut avoir la bonne balance entre aider des entreprises et puis aider à des... Alors là, pour ça, on en reparlera, mais il y a des outils. On parlera du rôle de l'État. En gros, aux États-Unis, ils ont le chapitre 11 et le chapitre 7. Le chapitre 7, c'est la liquidation. Le chapitre 11, c'est la réorganisation. Quelque part, nous, on a un peu l'équivalent. Et l'État est toujours co-investisseur. Donc l'État doit permettre, dans certains cas, de dire, quand c'est vraiment clairement un chapitre 7, j'aide à ce que la liquidation se fasse bien et que la reconversion des employés et des entrepreneurs se fasse le mieux possible. Et quand c'est plutôt du chapitre 11, c'est-à-dire il y a un futur pour l'entreprise avec restructuration, là, à nouveau, l'État a un rôle à jouer. Là, il y a un papier tout à fait pertinent de Philippon, de Pisani, Philippon, Blanchard, et voilà, par exemple, qui, à mon avis, donne des pistes très intéressantes sur comment l'État peut jouer un rôle. Mais est-ce que vous diriez que en Europe, on a peut-être une préférence pour la transition plutôt que pour la destruction? C'est vrai qu'on ne va pas généraliser, mais c'est vrai que par rapport aux États-Unis, l'Europe, disons, est sous-performante en innovation. Ça, c'est en moyenne. Hein. Bon, il y a des domaines où on est très très bon, évidemment. Hein. Et puis, sur le risque, si vous voulez, c'est vrai que dans la culture du risque, aux États-Unis, on ne punit pas l'erreur. L'erreur n'a rien de dégradant. L'erreur n'a rien. Nous, on est un peu dans le système scolaire. Si on n'a pas une bonne note. Moi, dans ma jeunesse, il y avait les bonnets d'âne. Il n'y a plus les bonnets d'âne maintenant. Mais on est quand même encore la culture du bonnet d'âne et du mauvais classement. Si tu réussis, tu rates. Aux États-Unis, il n'y a aucune honte à rater. Et d'ailleurs, vous avez vu quand il y a eu la Barda, et ils ont dit à tout le monde, mais si vous ratez, il n'y a aucun problème, on vous couvre. C'est-à-dire qu'il manque chez nous un peu aussi une culture de la prise de risque et que early failure n'est pas un problème, n'est pas du tout infamant. Et ne doit pas être puni. Et je pense que là, donc c'est au-delà de tout l'écosystème d'innovation, c'est aussi la culture du risque qui, à mon avis, chez nous, alors l'institution peut aider pour ça. On place des institutions qui peuvent aider à ce que ça soit... D'accord. Alors, Patrick Artus,
quel équilibre on peut trouver justement entre détruire, entre guillemets, laisser tomber certaines entreprises parce qu'on juge qu'elles ne sont plus au niveau, pour pouvoir favoriser l'émergence de nouvelles, ou au contraire consacrer beaucoup d'argent à aider les entreprises dans leur transition. Comment on place le curseur? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'approche de Philippe Aguillon? En théorie, oui. C'est-à-dire que dans l'idéal, quand on a une entreprise en difficulté, on doit se demander si c'est une difficulté transitoire ou permanente, et si la meilleure solution, c'est de fermer l'entreprise, avec toutes les mesures d'accompagnement qui vont avec, donc 7, ou si c'est de restructurer l'entreprise et de l'amener en transition vers une situation meilleure. Donc, chapitre 11. Ça, c'est la théorie. Alors, je voulais d'ailleurs rappeler... Pour ceux qui nous écoutent, il y a un travail extraordinairement intéressant qui a été fait par la Banque des règlements internationaux sur les zombies, qui montre que, alors ce qu'on sait, ce que disait Philippe, les zombies investissent moins, ont moins de productivité, mais les zombies, les banques préfèrent prêter aux zombies. Ce qui est quand même une perversité supplémentaire, parce que si une banque ne prête pas un zombie, le zombie meurt, ce qui est mauvais pour la banque, tandis que si la banque ne prête pas une entreprise en bonne santé, elle ne meurt pas, et ce n'est pas un problème pour la banque. Donc il y a en plus une distorsion du marché du crédit avec les zombies. C'est le pouvoir de l'endetté, quoi. Oui, donc c'est assez grave. Dans la pratique de la politique publique, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Alors, parce que d'abord, on ne sait pas, rapidement en tout cas, si une entreprise va retrouver son niveau de demande ou pas. Vous dites quoi aujourd'hui du transport aérien? Vous avez à peu près tout, quoi. Vous avez des gens qui vous disent on va retrouver 50% des vols d'avant, il y a des gens qui vous disent on va retrouver plus de 100% des vols d'avant. Donc vous faites quoi avec les entreprises du transport aérien, avec les constructeurs? Vous n'en savez rien. Donc la seule politique à ce moment-là, c'est de protéger, puisque vous ne savez pas. Donc on comprend qu'on n'est quand même pas tenté de faire disparaître vite les entreprises. Deuxième sujet, et je crois que la question de la transition est très bonne. Alors ça rejoint un point qu'on débattait hier, qui est le point de la transition énergétique, puisque finalement, qui est aussi une autre cause de difficulté d'entreprise. Est-ce qu'il faut privilégier le remplacement d'une entreprise par une entreprise nouvelle qui est directement dans la nouvelle technologie? Donc en gros, on dit on ferme General Motors et on ne garde que Tesla. Ou est-ce qu'il faut privilégier le financement de la transition de General Motors vers les voitures électriques? Alors, et là, j'en parlais avec Philippe avant, assez naturellement, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire de la transition pour les grandes, parce qu'on ne va pas assumer le coût social de la fermeture. Fermez pas Air France KLM, quoi. Et on va faire de la fermeture pour les petites. Donc c'est très injuste, mais c'est malheureusement ce qui va se produire probablement. Dernier point... Quand on essaie de comprendre, il y a une grosse différence entre la France et le reste de l'Europe. On en parlait dans une autre table ronde ce matin. Il n'y a pas de désindustrialisation de l'Europe. Au contraire, l'Europe devient mondialement un pôle industriel. L'Europe a des excédents commerciaux industriels de plus en plus gros. Donc notre sujet, c'est pas la Chine, quoi. Notre sujet, c'est quelle est la différence entre la France et le reste de l'Europe. Alors il y a sans doute ce que disait Philippe à l'instant, c'est-à-dire l'attitude vis-à-vis du risque, la façon dont on donne des aides publiques à la recherche. Quand même, Philippe, France Avenir, ça se rapproche de la Barda quand même et de la DARPA. C'est quand même assez bottom-up quand même. C'est plus bottom-up. Enfin, faut reconnaître. On en reparlera sur le rôle. Oui, on en reparlera sur le rôle de l'État. Oui. Bottom-up. Mais quand même, il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est une corrélation. Donc corrélation n'est pas preuve, mais quand vous corrélez les pays de l'OCDE, quand vous regardez le poids de l'industrie, il y a une variable qui explique à peu près la totalité des différences, qui est le niveau de compétence de la population active. Et donc, je pense que quand même la compétence, et en particulier la faiblesse des compétences scientifiques en France, joue un rôle majeur. Et donc, on se bat peut-être, si on met beaucoup d'aides publiques, beaucoup de soutien à la transition, mais si dans le même temps, on ne fait pas l'effort sur les compétences, ça risque de ne pas marcher. Et moi, je suis vraiment frappé. Faites le graphique, prenez les pays de l'OCDE, mettez en abscisse les compétences, en ordonnée le poids de l'industrie dans l'économie, c'est la même série, quoi. Je veux dire, donc c'est quand même assez frappant. Et donc, il y a quand même quelque chose qui est lié aux compétences et pas seulement aux politiques de la recherche. Et puis, il y a le facteur, entre la théorie et la réalité, il y a un facteur politique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut accepter aussi des crises sociales? On voit à chaque fois qu'on ferme une usine, généralement dans le nord de la France, les dégâts que ça fait en termes politiques. On a déjà parlé dans ces 2 jours, c'est l'aspect territorial.
Parce qu'il y a l'aspect grand-petit. Aucun gouvernement ne fera faire faillite une grande entreprise, donc il va l'accompagner dans sa transition. Mais des petits ou des entreprises moyennes peuvent jouer des rôles massifs dans les territoires. Hein, et ça, c'est des choses aussi. Donc si on décentralise un peu plus les politiques industrielles, on aura sans doute encore plus de transition que si c'est fait au niveau central. Gilles de Margerie, est-ce que la transition... qui est inévitable, on le voit pour le numérique, on le voit aussi pour l'environnement. Est-ce que cette transition dans laquelle sont plongées les entreprises, elle nécessite un renouvellement des entreprises ? Oui, alors ça fait pas beaucoup de doute. Est-ce que c'est directement lié, spécifiquement lié à la crise du Covid ? C'est encore un autre sujet. Quand il y a une crise économique, de manière générale, la productivité baisse parce que les entreprises ne s'ajustent pas tout de suite. Donc il y a un phénomène de rétention et qui est particulièrement marqué en France. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît bien. Ensuite, il y a des phénomènes qui viennent un peu dans une deuxième vague avec la question de savoir si on va perdre des entreprises qui auraient pu survivre en route parce qu'elles se retrouvent étranglées financièrement. Là, la réponse est plutôt pas ce coup-ci, parce que les dispositifs de type prêt garanti de l'État sont tellement importants que l'entreprise qui a un vrai potentiel et qui meurt pour des raisons de trésorerie, c'est vraiment une rareté depuis le début de la crise. Donc ça, c'est pas un danger qu'on considère comme très important. Est-ce qu'on va avoir des entreprises qui auraient dû être éliminées pour faire de la place à d'autres parce qu'en fait elles étaient fragiles et qui sont en survie artificielle grâce au PGE et aux autres dispositifs? Ce que j'ai dit tout à l'heure sur les zombies, c'est plutôt non. Parce que si on aurait une explosion du nombre de zombies si on voyait ça. Donc il va y en avoir, mais pas forcément beaucoup plus que d'habitude. Et les zombies, ça coûte cher c'est très pénalisant. On a envie de dire que ça coûte cher parce que ça mobilise à un moment ou à un autre, quand elles finissent par disparaître, des crédits publics et que ça arrive un peu trop tard et que donc ça a été un emploi inefficace des facteurs de production pendant la période zombie. Mais ça évite aussi de la casse sociale pendant. Ça fait partie de cette sorte d'accompagnement qui est en France extrêmement développé, surtout vers les moyennes et grandes entreprises ou les entreprises qui pèsent très lourd dans un territoire de la mutation économique. On est plutôt un pays très généreux sur ça. Donc ça coûte un peu d'argent aux finances publiques. Et ça pèse sur les gains de productivité, il n'y a pas tellement de doute. Puis après, il y a des phénomènes de redéploiement sectoriel majeurs. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs où la nature même de l'activité a beaucoup bougé pendant la crise et une partie de ce mouvement est durable. Un exemple type, c'est les petits commerces de chaînes de proximité de centre-ville. Ils ont énormément souffert et le commerce en ligne a énormément augmenté. Peut-être qu'il va reperdre un peu de sa progression, mais il ne va pas tout perdre. Et je crois que tout le monde maintenant admet l'idée qu'on a franchi une marche d'escalier dans le commerce en ligne. Donc à l'intérieur du secteur commercial, il y a de la redistribution. À l'intérieur de secteurs apparemment pas super concurrentiels sur la technologie, comme l'hôtellerie, la restauration, etc., vous avez des gens qui ont été super débrouillards, qui ont réussi à faire du click and collect, à ouvrir le soir, etc., en livrant, et qui vont survivre. Et puis d'autres qui vont être beaucoup plus mal en point. Donc il y a un peu, mais dans des professions auxquelles on ne pense pas habituellement en termes de renouvellement schumpeterien, dans les hôtels, les restaurants, les cafés, les bars. Bon, ça, dans les autres entreprises, c'est trop tôt pour dire. Et quand on se pose la question sur est-ce que cette crise, ça va être bon sur la productivité, à l'heure actuelle, c'est absolument impossible de répondre. Parce que les effets négatifs, rétention d'emploi, sont importants. On n'a aucune idée de l'impact de l'activité partielle sur la productivité. On ne sait pas. Et il y a une chose très spectaculaire à laquelle on ne pense pas suffisamment, qui est qu'est-ce que ça veut dire la productivité des services non monétaires, de l'essentiel de l'administration, quand on est dans une période comme celle-là. On continue de payer les fonctionnaires et le service rendu a beaucoup changé dans certains cas, mais pas beaucoup dans d'autres. Est-ce que ça va peser sur la productivité à moyen terme? On n'en sait rien. À long terme, il y a une chose qui est claire, c'est que nous avons fait en France un pari, Édouard Geffray en parlera tout à l'heure, qui a été de tout faire pour ne pas fermer. Et on a fait ça parce qu'il y avait une obsession chez un certain nombre de nos dirigeants, qui était de ne pas avoir une génération sacrifiée, parce qu'elle n'aurait pas pu aller à l'école pendant des années fondamentales dans la formation des apprentissages de base. Et donc on a fait un pari qui est coûte que coûte de maintenir le plus possible de classes ouvertes. On y est arrivé et ça va peut-être nous éviter d'avoir ce qui aurait été un très gros choc dans 10 ou 15 ans, qui est d'avoir une génération qui aurait loupé des apprentissages fondamentaux.
Alors, Sophie Jonval, dans les procédures judiciaires, est-ce que c'est facile de repérer finalement les entreprises qui s'en sortiront et celles qu'il faudrait mieux fermer ? Alors, oui, c'est assez facile de voir quand l'entreprise pousse la porte du tribunal, qu'elle s'adresse au juge pour demander une procédure, quelle qu'elle soit, de voir si l'entreprise est viable ou non, puisque, comme l'évoquait Monsieur de Margerie, il y a des entreprises qui ne prennent pas le virage de la transition écologique, de la transition numérique. Donc, on sait déjà que ces entreprises, eh bien, il n'y aura pas d'issue pour elles, puisqu'elles ne sont plus dans le marché dans lequel elles opèrent. Et donc là, il y aura une fin de vie pour ces entreprises, là où certains de leurs concurrents auront su prendre le virage et adapter leur façon de pratiquer. Il y a aussi le chef d'entreprise qui pousse la porte du tribunal parce qu'il a un événement, un impayé ou quelque chose qui est survenu, je dirais, de façon imprévue. Et là, à ce moment-là, il va se servir, il va bénéficier de la procédure pour restructurer son entreprise et surtout pour refaire de la trésorerie qui va lui permettre de rebondir et de payer ses dettes dans le cadre d'un plan. Donc là, c'est assez facile pour le juge et les auxiliaires de justice d'identifier ce type je dirais, de chef d'entreprise. Et puis, il y a les entreprises qui, comme en ce moment, sont frappées par la crise, par des causes conjoncturelles. Et à ce moment-là, elles s'adressent au tribunal pour pouvoir, je dirais, bénéficier de délais de paiement dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou d'un plan de redressement. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que la détection précoce des difficultés est le maître mot, puisqu'on sait que dans le cadre du traitement des difficultés, le maître mot, c'est l'anticipation, et c'est d'ailleurs le sens du plan de relance en ce qui concerne les procédures. Le plan de relance favorise la prévention, incite à la prévention, incite le chef d'entreprise à solliciter des procédures en amont, qui sont des procédures préventives, telles que le mandat ad hoc ou la conciliation. Et plus on anticipe, mieux ce sera, et on évitera justement d'arriver au tribunal et de devoir accepter et de devoir subir une procédure liquidative qui amènera à la fin de l'entreprise. Et donc, je voulais ajouter que nous avons développé dans notre profession un outil, un algorithme prédictif qui permet au chef d'entreprise d'évaluer, disons, la santé de son entreprise et de voir si il n'est pas nécessaire pour lui de s'adresser à un professionnel du chiffre ou du droit pour obtenir un conseil et connaître les procédures existantes. Donc, cet algorithme est bien entendu mis à disposition du chef d'entreprise par un moyen très simple qui est accessible sur le site des... Oui, qui est accessible donc sur le site infogreffe.fr, donc via Mon IDNUM, qui est l'identité numérique que nous avons développée pour les chefs d'entreprise. Et bien entendu, cet indicateur de performance, comme on l'appelle, est délivré gratuitement et surtout confidentiellement au chef d'entreprise, qui après est libre de le diffuser auprès de ses conseils pour obtenir évidemment des conseils sur les procédures les plus adaptées à sa situation et permettre justement d'anticiper le plus possible. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait Nicolas Dufourcq tout à l'heure, que finalement les entreprises dans lesquelles lui ne veut pas investir, on les repérait parce que c'est des entreprises qui étaient mal gérées, qui avaient des problèmes depuis longtemps? Oui, voilà. Il y a aussi ce type d'entreprises qui ont un problème structurel. Alors, c'est peut-être un peu brutal de dire ça, mais il y a aussi des chefs d'entreprise qui ne sont pas faits pour être chefs d'entreprise. Et comme vous l'indiquiez tout à l'heure, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Et je pense qu'il faut aussi... il y a ça, aussi c'est une majorité des faillites ou... Non, je pense que il y a une partie conjoncturelle, il y a une partie interne, parce qu'il peut aussi y avoir brutalement le décès du chef d'entreprise. Par exemple, ça arrive. Ou alors un problème de conflit dans l'entreprise, ou quelqu'un qui n'est pas à sa place à la tête d'une entreprise aussi. Et puis aussi, il peut y avoir des difficultés liées à l'activité, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, tout le monde ne peut pas prendre le virage, tout le monde n'a pas forcément les compétences non plus pour s'adapter au marché, à la demande. On l'a vu dans la crise du Covid, il y a un certain nombre de chefs d'entreprise, de personnes qui se sont révélés chefs d'entreprise parce qu'ils ont souhaité répondre à une demande, et puis d'autres qui se sont retrouvés perdus parce qu'ils n'ont pas su, comme on disait tout à l'heure, s'adapter au e-commerce, par exemple, si on parle de l'activité commerciale. Donc, en fait, il y a des causes variées, mais il peut aussi y avoir des causes effectivement internes du chef d'entreprise qui aussi jette l'éponge parce qu'il se rend compte que voilà, il n'est pas fait pour ça. Mmh.
D'accord. Alors, on va parler quand même évidemment du rôle de l'État, parce que c'est tout à fait majeur là-dedans. Alors, à une époque, vous aviez même écrit un petit bouquin là-dessus. Vous parliez de l'État intelligent. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire un État intelligent au pays de la destruction créatrice ? Il y a plusieurs façons d'être, il n'y a pas une seule façon d'être, puis je ne sais pas si je dois dire s'il... Mais c'est vrai que par exemple, c'est intéressant, déjà sur la destruction créatrice, on sait que ça peut détruire du capital humain, donc tout ce qui était dit tout à l'heure sur l'importance de qualifier, de penser au capital humain, donc d'internaliser les effets capital humain dans la gestion de la destruction créatrice, c'est très important. On sait également qu'il y a les études, je parle beaucoup du contraste États-Unis-Danemark par exemple, où les études d'Alexandra Roulet montrent qu'au Danemark, la perte d'un emploi n'a aucun effet négatif sur la santé, absolument aucun. Alors qu'aux États-Unis, vous avez le phénomène mis en évidence par Anne Case et Angus Deaton d'augmentation très forte de la mortalité des gens entre 50 et 54, parce que quand ils perdent leur emploi, les familles se décomposent, ils n'ont pas de sécurité. Donc les Danois, avec la flexi-sécurité, ils ont trouvé quelque chose de génial, parce que à la fois, ça permet davantage la destruction créatrice, ça la rend même plus efficace, puisque les gens ont non seulement des garanties de salaire, mais ils ont de la formation, etc. D'accord. Donc mais en même temps, ça protège beaucoup mieux, et on voit les conséquences sur la santé sont totalement. Donc on voit bien que l'État, quand il veut, peut gérer la destruction créatrice. Et ce n'est pas un compromis en être plus innovant et plus protecteur, puisque la flexi-sécurité a rendu à la fois le Danemark plus innovant et plus protecteur. Donc ce n'est pas un jeu à somme nulle entre être plus innovant et plus protecteur, comme certains l'ont prétendu. Donc ça, c'est déjà... Alors ensuite, il y a le rôle de l'État comme co-créditeur, on en a parlé tout à l'heure, comment gérer les grandes firmes, on en a parlé tout à l'heure, donc il y a tout ça. Donc ça, c'est tout le rôle de l'État, de gérer la destruction créatrice et d'en faire une force qui pousse, en fait, vous voyez, je veux dire, la destruction créatrice, ça peut être une force également d'inclusion, parce que la destruction créatrice, elle est profondément inclusive, ça permet des nouveaux d'arriver. Donc il faut que ça se passe sans créer du stress. Donc si vous arrivez à gérer le stress créé par les destructions créatrices, mais en même temps à maintenir, parce que c'est une force de mobilité sociale extraordinaire, parce que partout où on empêche la destruction créatrice, ça réduit la mobilité sociale, en même temps que ça réduit la croissance. Donc je crois que l'État a un rôle de gestion de la destruction créatrice, et s'il sait bien la gérer, eh bien il génère à la fois plus d'innovation et plus d'inclusion. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tout à l'heure, le gouverneur parlait des dépenses d'investissement. Je vais juste dire un mot là-dessus. Je pense qu'il faut repenser la manière de faire Maastricht. C'est très intéressant ce qui se passe en Italie. Qu'est-ce qu'a fait Draghi ? Draghi, il a utilisé les fonds européens pour emprunter davantage, pour investir dans la recherche, dans l'éducation, dans le digital, dans la santé, etc. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que plutôt que de dire quel est le volume des dépenses publiques, il faut distinguer entre des dépenses de croissance et des dépenses qui ne sont pas des dépenses de croissance. L'éducation, la recherche, etc., la politique industrielle intelligente, ça a vocation à des dépenses de croissance. Et je crois que maintenant, le Maastricht, on devrait dire aux gens pas seulement combien vous dépensez, mais dans quoi vous dépensez. Alors évidemment, n'importe qui peut prétendre qu'il fait de l'éducation. Donc il faut regarder la gouvernance des dépenses et les performances, PISA, brevets. Donc je pense que maintenant, il faudrait aller vers une application de Maastricht où on distingue les dépenses de croissance, celles qui n'en sont pas, et qu'on regarde de près les pays sur la gouvernance et les performances de leurs dépenses de croissance. Et je pense que si on met dans les dépenses de croissance, ça augmente le G. On sait que quand G est plus grand que R, est beaucoup plus grand que R, alors, ça augmente, c'est le taux de croissance. Quand le taux de croissance est beaucoup plus grand que le taux d'intérêt, ça augmente votre capacité à diminuer votre dette publique et à repayer votre dette publique. Ce qui se passe, c'est que dans les travaux existants, la croissance est toujours exogène. Et je pense que ce qu'il faut, c'est reprendre cette analyse de Blanchard, mais endogénéiser le taux de croissance dans Blanchard et distinguer entre les investissements qui sont des bons investissements de croissance et ceux qui ne le sont pas. Si par exemple, Manuel Draghi, le pari qu'il fait, c'est qu'il va mettre dans la croissance. Au début, ça va augmenter encore sa dette, mais s'il réussit à bien gouverner ses dépenses de croissance, donc c'est un grand si évidemment, il va augmenter son G et du coup, à terme, réduire sa dette publique. Et je pense qu'il faut maintenant de plus en plus repenser Maastricht comme ça. Et je pense qu'il y a un espoir. L'espoir, c'est que... Alors avant, je disais Biden, maintenant avec l'Afghanistan, il a pris un peu un plomb dans l'aile, c'est bien dommage, je ne voulais pas ça. Il y a Draghi. Les Allemands, avec tout ce qu'ils ont pris, tout ce qui leur est arrivé cet été, je pense que maintenant, ils vont devoir investir dans les infrastructures et ils vont devoir investir plus que jamais dans le climat. Donc je crois qu'il y a un momentum pour, c'est pas se défaire de Maastricht, mais c'est pour faire Maastricht de manière plus intelligente que la manière dont nous l'avions fait au début. Patrick Artus, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous paraît faisable tout ça? Oui, je voulais dire deux choses. D'abord, j'ai une inquiétude, je dirais comme ça. Est-on bien sûr que la transition schumpeterienne améliore la qualité des emplois? Parce qu'on a l'air de partir de ce principe. Or, ce n'est pas certain du tout.
Il y a des formes de transformation de l'économie qui dégradent la qualité des emplois. Quand on ferme les commerces de centre-ville et qu'on les remplace par des plateformes Internet, on transforme les vendeurs de centre-ville en opérateurs dans des hangars, et c'est sans doute pas une amélioration. Donc il faut sans doute avoir une assez grande prudence, parce qu'on peut avoir une évolution qui est souhaitable du point de vue technologique, mais qui du point de vue de la société va être assez compliquée à gérer. Deuxièmement, c'est un vieux débat que j'ai avec Philippe. Ça, c'est un débat sur le progrès, c'est pas seulement un débat sur le progrès. Non, mais c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Enfin, je veux dire, le remplacement d'une entreprise vieillotte par une entreprise beaucoup plus sophistiquée technologiquement, c'est pas sûr que ça amène des good jobs. Je dis pas qu'il faut toujours le faire. Oui. Donc, voilà. Donc, on sait que cette distinction good jobs, bad jobs, elle est très importante. Elle n'est pas forcément entièrement liée à la mise en place du progrès technologique. Le progrès technologique peut fabriquer des bad jobs, ce qui est comme un obstacle. Alors, je réponds maintenant à ta question, Philippe. C'est un débat qu'on a déjà eu avec Philippe Aghion. Alors, Philippe prétend qu'il sait quelles dépenses publiques il faut faire pour faire de la croissance de long terme. Oui, je ne suis pas si sûr qu'on sache, quoi. Mais c'est ça qui me gêne un peu. Alors, évidemment, en théorie, on a vraiment envie de dire... ce que tu dis, ce qui a été dit dans différents rapports, on va avoir des normes budgétaires extrêmement intelligentes, où on va être capable d'identifier dans les dépenses publiques celles qui ont un effet sur la croissance de long terme, et on va les traiter différemment de celles qui n'ont pas d'effet sur la croissance de long terme. En les monitorant, oui, mais est-ce qu'on sait faire ça? Par exemple, quand on parle aux patrons de l'industrie, et on en avait quelques-uns ce matin qui étaient là, ils disent que leur problème, ce n'est absolument pas la recherche fondamentale ou les personnes les plus qualifiées, c'est les personnes de niveau intermédiaire de qualification. Et que c'est à cause de ça qu'ils ne se développent pas en France. Donc on peut avoir des surprises, quoi. Je veux dire, je crois qu'il faut faire extrêmement attention à l'idée que la Commission européenne saura faire la liste des dépenses publiques qui ont un effet positif sur la croissance. C'est très top-down, ça par rapport à... C'est extrêmement compliqué à faire. Et à nouveau, dans l'industrie, c'est pas du tout ce que disait Philippe il y a 5 minutes. C'est des bac plus 2, bac plus 3 qu'on n'a pas. Oui, mais c'est pas que de l'éducation d'élite, tu vois. C'est vraiment... C'est des... voilà. Avec le micro, monsieur Daguillon. J'incluais l'éducation, la formation professionnelle, l'apprentissage, tout ça, je l'inclus là-dedans, absolument. Ouais. Et c'est même beaucoup plus que les R&D subsidies. Non. Donc voilà, donc je pense que c'est ça la difficulté, ça va être d'être capable... Alors, on a maintenant une taxonomie du vert, on sait ce qui est vert ou ce qui n'est pas vert, il va falloir avoir une taxonomie de la croissance potentielle. Donc il va falloir savoir, dans les dépenses, celles qui sont bonnes pour la croissance potentielle. Alors, on va interroger... Sont pas bonnes. Voilà. Alors là, on va demander à Stratégie. Voilà, on va demander à Gilles de Margeat. Il est très mal, quoi. c'est son job, après tout, et c'est un très bon job, mais il y a quelques responsabilités. Donc, est-ce que France Stratégie va nous dire où faire les bons investissements? Alors, ce que je peux vous dire, c'est ce qu'il y a dans le plan de relance, et c'est très intéressant parce que ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Dans le plan de relance, il y a pas mal d'argent sur les industries, et une très grosse partie de cet argent va sur des choses très traditionnelles. Sur le second œuvre du bâtiment. Quand vous pensez second œuvre du bâtiment, vous ne pensez pas que vous êtes sur des trucs d'innovation de pointe et de ça. En fait, c'est un métier qui va se transformer à toute allure parce que comme il faut faire de la rénovation thermique à très très grande échelle si on veut réussir à diminuer nos émissions de carbone, on va être amené à rénover à échelle industrielle et donc on va changer les techniques pour rénover et on va pas industrialiser mais aller vers des gains de productivité dans ces métiers-là. Donc c'est pas du tout un mauvais choix sur le plan évidemment de la transition climatique, mais non plus sur le plan de la productivité et de l'industrie. C'est une industrie. On a tendance à penser le bâtiment, c'est pas une industrie, c'est une industrie. Et le second œuvre du bâtiment, c'est une industrie. On met beaucoup d'argent sur ça. On met de l'argent sur le ferroviaire. Alors quand on met de l'argent sur le ferroviaire en France, c'est à la fois un secteur et une entreprise. Alors on peut se dire le secteur c'est super, l'entreprise, on peut se demander comment ils vont faire. Et ça c'est une autre question. Et puis on a un seul pari technologique de grande ampleur dans le plan. C'est l'hydrogène. Et l'hydrogène, c'est un sujet qui fait l'objet de débats absolument mais échevelés, avec beaucoup de gens qui disent qu'on est très très loin du moment où ça pourrait avoir un sens économique et que donc c'est tout à fait prématuré d'y mettre des montants importants, et d'autres qui disent si on ne met pas les montants importants, on ne se rapprochera jamais du moment où ça pourrait avoir du sens de faire de l'hydrogène. Chez nous, jusqu'ici, on a pris une position très prudente
parce qu'on est restrictif sur les usages. C'est-à-dire on ne voit pas très bien où on peut mettre de l'hydrogène. Même dans des gros camions, ça ne marche pas très bien. À la rigueur, dans des trains et encore. Dans des bateaux, peut-être un jour. En fait, le meilleur usage de l'hydrogène qu'on trouve pour le moment, c'est dans des usines qui ont besoin de très grosse chaleur et où on pourrait remplacer ciment, des choses de ce type-là, et même l'acier. Et donc, en fait, une gamme d'utilisation qui fait que ce n'est pas forcément un truc à très très grande échelle. Alors c'est le seul pari technologique. Et alors là, je reviens sur quelque chose d'extrêmement important qu'a dit Philippe Égallon tout à l'heure, c'est que on est un pays qui n'aime pas l'échec, qui sanctionne l'échec, qui punit les gens qui ont échoué au lieu de leur dire c'est super d'avoir essayé, maintenant on recommence sur autre chose. C'est un grand handicap pour l'action publique. Parce que quand vous faites un engagement d'argent public et que ça ne donne pas les résultats escomptés, vous êtes soupçonné soit d'être un escroc, soit d'être un nul, soit d'être incompétent, et donc l'État n'a pas envie de recommencer derrière. Donc ce que je dis sur ce point-là, c'est qu'il faut, si on veut que de l'argent public aille par exemple dans des technologies de pointe en médecine, qu'on accepte pleinement le risque d'échec. Et ça, on ne le fait pas pour le moment. Une des raisons pour lesquelles on n'a pas été capable de faire aussi bien sur l'industrialisation des procédés qui avaient déjà été inventés pour les vaccins au Royaume-Uni et aux États-Unis, c'est qu'on n'était pas prêt à se planter. Et donc, on n'a pas donné les clés à un tsar du vaccin et à une entrepreneuse à très très grand succès du capital investissement, comme ça a été le cas au Royaume-Uni pour le dernier et pour le tsar des vaccins aux États-Unis. Ça a marché remarquablement dans les deux cas, mais on n'aurait pas pu le faire. Ne nous lamentons pas de ne pas l'avoir fait, parce qu'on n'aurait pas été capable de dire « je donne 2 milliards d'euros à un décideur unique et il livre ». Et s'il ne livre pas, ben, c'est dommage, mais ça a échoué. On n'aurait pas pu faire ça. Et donc, il faut aussi changer la culture. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui, nous. Oui. Alors, c'est là qu'on revient à des choses de formation beaucoup plus profondes. Il faut très tôt habituer les jeunes à l'idée que essayer, c'est important, qu'il faut apprendre de ses erreurs et qu'échouer, c'est pas grave. Investissement avec le privé. Le micro, monsieur Aguillon. Avec le privé est très important. Je crois aussi que, tu sais, quand il y a eu les grandes industrialisations au 19e siècle et tout, le partenariat avec le privé est très important parce que ça, c'est intéressant. Si le privé peut rester plus longtemps, même si ça échoue au début, le privé peut rester. Et c'est quand le privé s'en va que tu dis c'est peut-être vraiment pas bon. Donc je crois beaucoup dans l'action publique qui co-investit avec le privé. C'est pas vrai pour dans tous les domaines de la même manière, mais je crois que ça joue un rôle important également. Il y a un autre point qui renvoie aux zombies et à d'autres sujets, c'est que en France, quand on voit que c'est en train de tourner vinaigre, on hésite avant de fermer. Et on hésite beaucoup trop longtemps. Quand on regarde les écosystèmes de capital investissement qui ont réussi, la Silicon Valley, Tel Aviv et Jérusalem, ou Cambridge maintenant, les deux Cambridge, ce sont des écosystèmes où, quand on a manqué 2 points de repère sur la trajectoire qu'on avait vendue aux investisseurs, on est débranché, c'est fini. Le lendemain, on peut se présenter avec un nouveau projet. Et on n'est pas sanctionné. Mais on est débranché très rapidement. Et ça, c'est très important parce que dans notre incapacité à débrancher vite, on perd énormément d'argent, de temps et on perd énormément de confiance. Et du coup, on ne crée pas ce système qui permettrait de dire aux gens « c'est pas grave, on arrête tout de suite, mais demain, si tu reviens avec un beau projet, je te finance à nouveau. » Juste dire un mot, parce que je ne veux pas être très court. C'est que Draghi, en même temps, il fait des réformes structurelles. Enfin, il veut s'engager dans des réformes structurelles. Moi, par exemple, quand je propose que la France investisse dans les jeunes, dans la politique industrielle, l'innovation, en même temps, je pense qu'il faut, après avoir pensé différemment sur les retraites, je suis pour une vraie réforme paramétrique des retraites, ayant été contre au départ. Voilà. Donc, je fais un mea culpa là-dessus. Je pense qu'il faut allonger d'1 an ou 2 ans le départ à la retraite en tenant compte de la pénibilité de l'âge où on a commencé pour vraiment aussi donner des gages que l'État est sérieux sur le plan des dépenses publiques. Et je pense qu'il faut accompagner le plan d'investissement, le plan également de réforme structurelle. Nous, chez nous, les retraites, c'est évident qu'il va falloir y passer, d'allonger l'âge de départ à la retraite. Alors voilà, le message est passé. Sophie Jonval, pour finir, on arrive au terme de notre discussion. De votre côté, du côté des tribunaux de commerce, donc vous représentez justement toute cette population, ce service public du greffe du tribunal de commerce. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que l'État pourrait faire? Qu'est-ce que serait une politique astucieuse?
Alors, moi, en ce qui concerne la juridiction commerciale dont ma profession est membre, je n'ai pas de demande particulière à faire aux représentants de l'État, puisque nous avons, nous, la chance d'être je dirais, un acteur atypique du monde de la justice, puisqu'on est entrepreneurs libéraux du service public, on est en charge d'une délégation de service public, et donc, à ce titre, nous pouvons adapter à nos besoins nos moyens techniques et nos moyens humains. Et donc, juste pour dire que si toutefois, mais je pense que ça n'interviendra pas au regard de tout ce qu'on a dit précédemment, il y avait une affluence de chefs d'entreprise qui étaient amenés à pousser la porte des tribunaux de commerce, eh bien, nous saurions adapter les moyens humains et techniques, y compris les moyens numériques et surtout les moyens numériques pour donner une réponse judiciaire aux difficultés de tous les chefs d'entreprise qui se présenteront, et ce, dans les délais, bien sûr, impartis par les règles procédurales en vigueur. Donc, peut-être si j'avais un message à faire passer, de dire qu'on essaiera de rester le plus agile possible et le plus réactif, comme nous l'avons été dans la crise l'an dernier, au plus fort du confinement, quand tous les services publics ont été en repli. Voilà. Mais alors, on a beaucoup parlé de l'engorgement des tribunaux de commerce. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'il y a vraiment des files d'attente? Est-ce qu'il y a un souci de ce côté-là ou pas? Non, pas du tout, pas dans les juridictions commerciales. Je parle de la juridiction oui, bien sûr, que je connais. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de retard à noter. Il y a eu effectivement peut-être un ralentissement dans les procédures contentieuses, puisque, comme vous le savez, ce sont des débats publics. Donc, comme le public n'était pas autorisé, bien entendu, à franchir la porte des palais de justice, mais tout cela est rentré dans l'ordre assez rapidement. Et puis, pour les procédures collectives qui nous occupent donc aujourd'hui, le service public n'a pas été interrompu, puisqu'on a procédé par visioconférence. On a mis en place un système en une semaine, puisque le confinement a été prononcé le 17 mars et le 1er avril, les audiences ont démarré. Donc non, il n'y a pas eu de retard à ce niveau-là. Et puis en ce qui concerne la tenue du registre du commerce, eh bien, des entreprises ont quand même pu être créées pendant toute cette période grâce aux outils numériques, puisque vous savez qu'en France, on peut créer une entreprise en ligne en moins d'1 heure. Donc voilà, on a répondu, je pense, aux attentes et on continuera à le faire. Donc les moyens sont là, la culture, hein, pas tout à fait, les moyens financiers un peu quand même aujourd'hui. Donc tout est réuni pour que peut-être on essaye de changer de logiciel. Merci à vous, merci à tous. Merci.